Je parle jamais très fort de toute façon. J'ai tellement peur de déranger que... Allez! Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. Et le fait qu'on vive dans une société où on commande tout le temps sans en avoir l'expertise, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais pas retrouver dans mon utopie féministe. Donc effectivement, sur certains sujets, volontiers, je dis que je ne sais pas, que je n'ai pas d'opinion. Et si j'ai une opinion, elle ne mérite vraiment pas d'être diffusée sur les ondes d'une radio. Et c'est ok. Toute opinion n'est pas bonne à être diffusée à des milliers et des milliers d'auditeurs. Je suis tellement heureuse de recevoir dans ce podcast Rebecca Amselem, qui est docteure en économie et créatrice de la newsletter féministe Les Glorieuses. On s'est rencontrés juste avant l'été et on a eu une conversation que j'ai trouvée tellement fascinante que j'ai eu une sorte d'énorme crush de cerveau pour elle. Je voulais qu'elle continue à parler genre pour toujours. Donc j'ai eu très envie de vous donner l'occasion à vous aussi de l'écouter parler. Donc la voici dans ce nouvel épisode des gens qui doutent. On y parle de pas mal de trucs, de comment ne pas se noyer dans la folie ou la colère quand on prend conscience de toutes les inégalités autour de nous, d'utopie féministe, du fait d'être obligé d'avoir un avis sur tout ou justement de pouvoir dire je ne sais pas, de sa newsletter Les Glorieuses, des doutes, de ce qu'il nous apporte et de ce qu'il nous gâche, de légitimité, du syndrome de la première de classe qu'on connaît toutes les deux assez bien, de la difficulté à écrire de la fiction et de plein de femmes qu'elle admire, notamment Hannah Arendt, Nora Ephron ou encore Monica Lewinsky. J'espère que ça vous plaira. Cet été, t'as fait un spin-off genre des Glorieuses, avec où c'est genre des auteurs ou des meufs d'un peu partout qui parlaient du doute. Pourquoi t'as choisi cette thématique-là ? Pour éviter de devenir folle. La notion de doute, pour moi, c'est quelque chose sur lequel je me questionne depuis pas mal de temps, limite depuis le début de mon militantisme ou de mon activisme, selon la manière dont on le définit. Quand on est féministe, en fait, on apprend à douter et à creuser ce doute. La première chose dont on doute, c'est les règles. Je me souviens la première fois à l'école où j'ai dit que j'étais pas contente à la prof. Je devais avoir 7 ans et c'était un gros truc pour moi parce que j'avais des petites nattes et tout, j'étais bien peignée, j'avais une petite robe avec un petit col et tout. Petite première de classe. Comment ? Petite première de classe. Voilà. Et j'adorais ça. Vraiment, c'était vraiment un personnage que j'adorais avoir. Et quand la prof a dit la fameuse règle le masculin l'emporte sur le féminin, je levais la main et je suis là genre, mais pourquoi en fait ? Pourquoi ? Et elle m'a répondu, c'est la règle. Et en fait, à partir de ce moment-là, je vais pas te dire que c'est à partir de ce moment-là que je suis devenue féministe parce que ce serait faux, je savais même pas que ça existait, mais j'ai commencé à douter des choses qui m'entouraient. Donc ça a commencé avec les règles et puis finalement on finit par douter de tout, douter du système judiciaire en place, du système démocratique, des institutions, des valeurs. Et en fait, c'est ça être activiste, c'est vouloir, en tout cas, avoir la prétention de changer le monde en doutant de ce qui existe aujourd'hui. Et pour moi, cette question m'intéresse parce qu'il y a énormément d'activistes féministes qui sont devenues soit folles, soit conservatrices, soit qui ont juste arrêté. Et parce qu'elles n'ont pas, peut-être, c'est mon hypothèse, su mettre de limites à ce doute. C'est pour ça que cette question m'intéresse. Et comment on sait quand il faut mettre des limites et où il faut les mettre ? On sait pas, je cherche. C'est pour ça que j'ai demandé aux autres. Yes, j'ai on pas a la la même réponse. méthode. Ok, et t'as appris quoi ? Et ce que j'ai appris, c'était que déjà c'est pas commun parce que j'ai demandé à 4 personnes d'écrire. Donc en tout cas, ces 4 personnes, dont toi, disaient que le doute faisait quand même partie intégrante du mode de pensée qu'ils avaient et que c'était une question qu'ils ont au jour le jour de comment ils abordent cette question du doute. Il faut savoir que le doute, c'est à la fois très cartésien et très anti-cartésien en fait. C'est toute la méthode de Descartes, c'est de dire ok, on doit douter de tout pour revenir à une forme de radicalité dans le sens où on revient à une forme de racine, de fondamental, de ce qu'on sait être vrai, juste. Et en même temps, on ne doit pas douter de ce qui est fondamental. Et pour Descartes, c'était Dieu existe, par exemple.
Donc c'est assez étrange en fait ce rapport au doute. C'est à la fois très présent dans notre société et en même temps quand on voit l'éclosion des fake news, des espèces de mensonges que nombre de personnes peuvent dire dans les médias traditionnels, on se dit que finalement le doute est pas si présent que ça. Puisqu'il y a des personnes qui peuvent dire des mensonges énormes et en face des mensonges ou des il y a un terme que je trouve assez marrant, c'est que les gens parlent de contre-vérité, par exemple, aujourd'hui. De contre-vérité? Voilà. Donc, pour moi, il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont fausses. Il n'y a pas de contre-vérité. Mais c'est un terme qui est employé, notamment depuis que Trump a accédé à la présidence des États-Unis, où il se permettait d'avoir des phrases qui étaient vraiment fausses, et on appelle ça non pas des choses fausses, mais des contre-vérités. Et en fait, pour moi, c'est hyper important de revenir à une méthode qui est celle de douter pour questionner, pour remettre en cause et pour proposer quelque chose qui serait finalement plus égalitaire. Et comment tu fixes ce qui est fondamental ? C'est toute la question. C'est toute la question, en fait, parce que chacun fixe lui-même ce qui est fondamental. Normalement, il y a des institutions qui permettent de le fixer. Il y a la science. Mais aujourd'hui, finalement, en fait, tout est une affaire de croyance. Il y a des personnes qui croient pas, par exemple, en la science, qui croient pas dans les vaccins ou qui croient pas dans les avancées scientifiques. Et c'est hyper intéressant, en fait, en termes d'évolution des modes de pensée, parce que avant, les gens ne doutaient pas de l'existence de Dieu, puis après, ils ne doutaient pas de la science, et aujourd'hui, les gens doutent de la science. Alors que c'est quelque chose qui est considéré comme étant fondamental, qui a été démontré par des arguments qui sont cartésiens et qui font partie de notre schéma de pensée dominant. Et toi, comment t'as cherché ce qui était fondamental pour toi ? Je le cherche tous les jours, mais c'est plutôt comment je me suis mise à penser qu'il fallait que je recherche ce qui était fondamental. C'est tout mon activisme, en fait. C'est une cure, cet activisme, pour moi. C'est de me dire, je vais chercher chaque jour, finalement, déjà, je vais surtout pas me limiter sur le fait de douter, ce qui rejoint ce qu'on a dit au début. Et à partir du moment où je trouve quelque chose de fondamental, je le chéris, en fait. C'est trop bien. Et le doute, pour moi, c'est un élément fondamental de mon mode de pensée. Et là, ta solution, je suppose, temporaire pour pas devenir folle, c'est quoi ? À douter c'est de poser de tout. Plein de questions à plein de monde sur la question du doute. Écoute, c'est marrant parce que j'interviewais une philosophe ce matin, Geneviève Fraisse, donc je lui posais évidemment cette question. Et elle m'a dit, pour ne pas devenir folle, il faut structurer ton cerveau comme un appartement et mettre en face de la chambre doute, la chambre passion. Et dès lors que tu es passionné par ce que tu fais, même si tu doutes, tu vas pas devenir folle. Ouais, ça peut mener à des trucs un peu chauds, ça, quand même. Ouais. Je dis pas que c'est ma solution, c'est sa solution. Ok. Et sinon, je prends des vacances. Je prends des vacances du doute. Ah ouais ? Ah ouais, complètement. Comment ? Là, en vacances, je vais pas forcément parler de féminisme, par exemple. Je vais pas forcément lire des choses sur le féminisme. Je vais juste être au bord de la piscine et boire un spritz et discuter de la dernière vidéo YouTube. La dernière vidéo YouTube. Tu parles comme une daronne un peu. Mais j'ai 105 ans, c'est ce que je te dis. Je sais même pas si ça existe une dernière vidéo YouTube. Le dernier clip de MTV. Yes. Ok. C'est quoi ton questionnement du moment ? Moi, j'ai souvent genre un truc qui m'obsède pendant un mois ou deux. Un truc où je me dis putain, ça faut que je travaille dessus, ou faut que je réfléchisse, genre mon rapport à la solitude, mon rapport au temps, enfin tu vois, un truc comme ça qui m'obsède un peu quelques mois. Est-ce que toi là t'as un truc Ouais, ce qui m'obsède en ce moment, c'est quel métier je ferais si jamais je faisais pas mon métier. Si jamais je pouvais tout recommencer, qu'est-ce que je ferais ? Donc recommencer, c'est pas maintenant si je devais changer. Ouais, c'est si je pouvais recommencer. Ok. Est-ce que je ferais les mêmes études ? Est-ce que je ferais quelque chose de différent ? Je sais pas, je me dis...
genre quelle aurait été ma vie si jamais j'avais pas fait Sciences Po, si j'avais pas fait de doctorat d'économie, et je me dis si j'avais choisi philo. En fait, je voulais pas faire Sciences Po, moi là-bas je voulais faire de l'histoire de l'art, et je me dis en fait ça se trouve ça aurait été trop, enfin ma vie elle aurait été complètement différente, mais en même temps est-ce qu'elle aurait été si différente que ça, je sais pas. Et en fait mon questionnement ce serait plutôt même si on fait d'autres choix, peut-être qu'on tend vers la même chose. Franchement, demain, j'y penserai plus, quoi. J'espère. Parce qu'elle est un peu relou, cette question. Ok. Mais pourquoi elle est relou ? Parce que d'un côté, tu peux rien changer, donc oui, c'est un peu... Oui, voilà, ça sert à rien, ça te fait pas avancer. Et moi, j'ai cette obsession sur le fait d'avancer intellectuellement. De réfléchir à toujours plus, toujours... je sais pas. Comment ça s'est fait, le lancement des Glorieuses ? Est-ce que c'était il y a 1000 ans ? C'était il y a 1000 ans. C'était il y a 7 ans. 6 ans, pardon. C'est la 7e année. Okay. Ça s'est fait parce que j'étais en dernière année de thèse et je voulais faire un projet qui était différent de ma thèse. Ta thèse qui était sur les modèles économiques des musées. Donc pas vraiment... c'était pas du tout lié au féminisme, mais en fait en dernière année de thèse on commence à écrire, donc on est très solitaire contrairement aux années précédentes où on donne des cours, enfin on reste solitaire mais on donne des cours, on participe à des travaux de recherche en groupe. En tout cas il y a plus de mise en commun, il y a plus de moments de partage pendant les premières années, mais la dernière année il faut écrire à un moment donné, quoi. En France, en tout cas. Contrairement, par exemple, si on fait sa thèse en Angleterre, on écrit un petit peu tous les ans, ce qui est en fait bien mieux. Mais bon, c'est un autre sujet. Et donc, en fait, cette solitude me stressait énormément. Enfin, même pas cette solitude, mais avant même que j'y sois, c'était une question qui me stressait. De passer ma vie toute seule à la bibliothèque, de parler à personne. Dans les faits, c'est évidemment pas comme ça que ça s'est fait, mais... c'était quelque chose qui me stressait, et donc je voulais avoir un projet qui me raccroche au monde, parce qu'il y a cet élément quand on fait une thèse, c'est que on est hors du monde, on est hors des problématiques actuelles, le monde de la recherche, sauf si on travaille sur des sujets ou des objets de recherche qui sont ancrés dans la vie de tous les jours, sinon on peut très rapidement ne pas savoir ce qui se passe dans le monde, et c'est complètement ok. Et moi, c'était quelque chose qui me stressait. Et donc, je voulais un projet, en fait. Avoir un projet pour me raccrocher au quotidien, à l'actualité. Et en même temps, je lisais beaucoup de choses sur le féminisme, et notamment grâce à la personne avec qui j'étais à l'époque. Lui était américain, et en fait, il lisait énormément de presse américaine, et c'est lui qui m'a introduit à tous ces articles qui s'écrivaient sur le féminisme. Et c'était, je pense, il y a 7 ans, un truc comme ça, 7-8 ans. Et en France, je voyais pas ces choses-là. En français, je voyais pas ces articles-là. Quand on parlait de féminisme, on parlait des 4 nanas qui allaient place de la République pour demander je sais pas quoi. Mais il y avait pas du tout la dimension culturelle du féminisme, et n'existait pas du tout en France. Et en fait, moi, ça m'intéressait de voir si jamais il existait s'il existait une culture féministe française possible qui soit différente de la culture politique. Et donc c'est comme ça qu'est née l'idée de faire une newsletter, c'était de garder un lien et de livrer un espèce de témoignage de mon éducation féministe. Et t'entends quoi par féminisme et en dehors de la politique ? De la littérature, de l'art, en fait, en dehors de la politique, j'utilisais le mot politique au sens de revendication politique, de mouvement politique, de campagne politique pour faire avancer les droits et la législation sur les droits des femmes. Ok. Et quand tu disais que ça te faisait peur, ce côté très solitaire à écrire et tout, finalement, quand t'as été dedans, ça t'a plu ? Ah mais complètement. Et puis de toute façon, je suis complètement pleine de paradoxes. C'est mon métier que je fais aujourd'hui. Enfin, j'écris. Et puis quand je suis avec du monde, ça m'angoisse. Donc. Mais tu penses que c'est la conséquence, ou que en fait t'as toujours aimé ça, mais c'est juste t'as jamais osé le faire ?
C'est alors petit moment classe. Je me permets de citer Camus. Ah mais je pensais qu'il arriverait plus tard, mais vas-y. Généralement, il y a Duras et Camus et Nora Ephron. Oui, mais t'inquiète, elle est dans la liste. Mais donc je sais plus exactement ce qu'il disait, mais il parle du paradoxe de l'écrivain qui veut vivre enfermé et reclus et en même temps qui a besoin du monde pour à la fois le féliciter et à la fois pour lui montrer qu'il existe. Et en fait, je pense que c'est ça. Je pense que la solitude, en fait, déjà permet de réfléchir et c'est pour ça que c'est un luxe, la solitude, et c'est pour ça que Virginia Woolf parlait d'avoir une chambre à soi pour créer, parce que c'est un luxe et c'est nécessaire pour créer. Et en même temps, le fait d'être seul, si jamais on n'a pas de retour sur ce qu'on fait, j'allais dire c'est pas un écrivain, pas forcément, mais c'est différent de ce qu'on conçoit de la notion d'écrivain. Et en fait, j'ai un contre-exemple tout de suite, je passe ma vie à me contredire, de Anaïs Nin et ses journaux. Les journalistes, dans le sens de personnes qui tiennent des journaux intimes, écrivent effectivement pas forcément pour être lus. Et d'ailleurs, c'est souvent des femmes. Allez. Eh ben voilà, tout se rejoint. Ok, mais du coup aujourd'hui, comment tu trouves l'équilibre entre réfléchir dans ton coin et quand même rechecker l'extérieur pour voir si... Parce qu'il y a quelque chose de très apaisant au fait de se couper du monde et d'être à fond dans son truc et d'être protégé de tous les trucs horribles qui se passent. Alors qu'en fait, l'essence de ton travail, c'est de faire en sorte que l'extérieur aille mieux, mais tout en sachant t'en protéger. Enfin, c'est... Bah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile du tout. Bah, déjà, mon métier, c'est d'envoyer un email à plein de gens toutes les semaines. Tous les mercredis. J'espère que c'est ta bio LinkedIn. Mais je vais la changer. Tout de suite. Et donc, j'appelle à un retour sur mon travail toutes les semaines. Et j'en ai. Au travers de personnes qui me répondent en me disant c'est n'importe quoi ce que t'écris, et en fait je m'en fous, mais j'ai un retour. Et d'autres personnes aiment bien, et puis après il y a les mêmes personnes qui toutes les semaines, j'adore, hein, franchement, j'ai une personne toutes les semaines, elle m'envoie un email sur ce que j'ai écrit. Je pense même pas que ma mère ait lu toutes mes newsletters, hein. Mais cette personne, je la connais pas, j'ai jamais vu, j'ai même pas son nom parce que c'est une adresse mail un peu anonyme, quoi. Et elle m'explique, je pense que c'est une dame d'un certain âge, mais peut-être même pas, peut-être que c'est une fille, qu'une idée. Et elle va me dire, bah là je suis d'accord avec toi, là par contre elle est trop loin, là tu déconnes, là oui, mais par contre t'aurais pu un peu plus réfléchir avant d'envoyer le truc. Et en fait elle me fait des retours hyper constructifs sur ce que je fais, même si parfois je lui réponds, parfois je lui réponds pas. Mais au moins je sais que ça vit. Et en fait, c'est toujours comme ça que j'ai conçu cette newsletter. J'ai jamais voulu faire en sorte de convaincre les gens de quoi que ce soit, mais je veux que ça crée une petite étincelle chez eux. Tu plantes une petite graine qui mais va... oui, et même genre pour que les gens disent « Ah, franchement, elle a complètement déconné cette semaine, elle a raconté nimp ». Mais tant mieux en fait, tant mieux. Et l'idée, c'est de faire qu'on fasse avancer notre mode de pensée. Et moi, derrière, j'ai une obsession, en fait, c'est est-ce qu'on peut faire évoluer notre mode de pensée. Et c'est ça que je fais avec cet email. Pour l'instant, ton avis sur est-ce qu'on peut le faire évoluer? Bah oui, enfin moi le mien il change, donc oui. Mais t'entends quoi par mode de pensée alors? Bah en fait c'est la manière dont on réfléchit le monde et la manière dont on voit le monde. En fait on s'en rend compte dès lors qu'on rejoint une cause. C'est pas forcément la cause féministe, ça peut être la cause écologiste, antiraciste. En fait, rejoindre une cause politique, c'est changer son paradigme. Et changer son paradigme, ça veut dire voir le monde différemment. Et différemment de ce que on t'a renseigné à le voir. Donc par exemple, tu marches dans la rue, t'es féministe, bah tu te rends compte que les seules personnes qui vont te pousser ou qui vont ne pas te laisser passer quand tu marches, ça va être des hommes qui, eux, pour le coup, vont tracer une ligne droite sans regarder ce qui se passe. Et puis finalement, toutes les personnes sur leur passage vont se décaler un peu à droite, un peu à gauche. En tout cas, vont leur faire leur place pour qu'eux ne changent pas de trajectoire. Et qui sont ces personnes qui se déplacent? C'est des femmes. Ça, c'est quelque chose qu'on voit quand on devient féministe. Un autre truc, c'est par exemple sur les tampons ou les protections hygiéniques. Le fait que ce soit OK
que des marques utilisent des produits pour blanchir le coton dans quelque chose qu'on met dans son vagin. Bah, quand t'es pas féministe, c'est là, bah oui, bah, ils ont dû vérifier que c'était ok. Et quand t'es féministe, c'est là, ils ont pas vérifié que c'était ok. Et ça crée des problèmes chez les femmes. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse. C'est, si jamais on l'a fait une fois, combien de fois on peut le faire? Et est-ce qu'on peut le faire sur tout? Est-ce qu'on a intérêt à le faire sur tout? Je sais pas. On en revient au fait de devenir fou. Ouais, je sais pas, pour moi, c'est pas devenir fou, ça. Bah, si tu commences à remarquer tout ce qui va pas de manière aussi intense, tu t'abandonnes à un moment. Ouais, oui, tu peux abandonner, tu peux et tu peux continuer. De rien pour cette phrase. Un des trucs qui m'avait marqué, parce que c'était revenu très souvent la première fois qu'on avait parlé, c'est que t'as répété plusieurs fois non mais ça va aller. C'est marrant. C'était sur quoi? Tout en fait. Genre des fois t'avais l'air un peu dépité de plein de choses, de plein de constats et tout, et tu disais non mais ça va aller. Ouais, bah ça je pense que c'est l'optimisme inhérent à mon travail d'activiste. Effectivement ça va pas, et mon métier c'est de constater de ce qui va pas et de faire en sorte que ça change. Et en fait si jamais on reste la tête dans le guidon, ouais, je pense. Ça marche. Je suis très nulle en expression, donc je les utilise pas forcément à bon escient. Donc quand on a la tête dans le guidon, on peut très vite être démoralisé quand on est une activiste féministe, parce que c'est ce que tu disais, on se rend compte de tout ce qui va pas. Et quand on se rend compte de tout ce qui va pas, on déprime. Et moi, mon petit secret pour ne pas déprimer, c'est effectivement de me dire que c'est temporaire. C'est temporaire, et les sociétés, la manière dont les sociétés sont conçues, ça reste dans une temporalité circonscrite. Et donc oui, ça va aller. Aujourd'hui, ça va pas, mais ça va aller. Et en fait, c'est quelque chose que je me dis très souvent. C'est mon petit secret. Je vous le donne. Question méga con, hein, mais comment tu trouves l'énergie de défendre des choses quand tu sais que autant de gens vont, sur base de rien, vouloir te déglinguer? C'est genre... Mais alors déjà, je suis épuisée. Quoique là, on est en septembre, je reviens de vacances, je suis pas épuisée. Mais dans 2 semaines, je serai épuisée. Et je me protège beaucoup aussi. Je me protège énormément. Je lis pas ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Et sinon, en fait, ça a un petit côté excitant aussi. De se dire que, en fait, c'est un rapport de pouvoir constant, et c'est de dire, en fait, qui va gagner, qui va faire en sorte de convaincre à ce moment-là. Et en fait, c'est le jeu. C'est le jeu des conservateurs contre les progressistes, des masculinistes contre les féministes. En fait, on est là pour convaincre, et on est en train de convaincre une très grande majorité de personnes. On n'y est pas encore, mais on est en train de le faire. Et donc, en fait, quand il y a des personnes qui, effectivement, essaye de nous déglinguer de manière plus générale, en fait, je me dis que ça fonctionne. Et en fait, ça me fait penser à une anecdote que ma mère m'a rappelée. Peut-être que j'en ai déjà parlé, je sais plus. C'était au tout début des Glorieuses, donc en 2015, je crois, 2016. Et on marchait dans la rue, et il y a un type qui passe et qui dit « Ah, sale féministe !» Et ma mère, méga choquée, elle me dit « Mais c'est comment ça, ce type, il ose se faire ça et tout ?» Et apparemment, je l'aurais dit parce que je m'en souviens pas. « Non, mais attends, c'est trop bien, parce que ça veut dire qu'il connaît le mot féministe. » Et en fait, c'est ça, quand il y a une résistance, ça veut dire qu'il y a une action qui fonctionne. C'est comme ça que je le vois. Et donc, en fait, plus il y a de résistance, plus ça veut dire qu'il y a d'action qui fonctionne. Et le tout, c'est de faire en sorte d'être suffisamment résistante pour faire en sorte de fonctionner. Et que notre paradigme soit le paradigme qui soit en place. Donc c'est à qui va s'épuiser en premier? Ouais, oui. Et puis c'est des cycles en fait. Et puis il y en aura d'autres. Mais là, en fait, t'as une génération de féministes de ouf. Que ce soit en Belgique ou en France ou en Suisse, enfin dans les pays francophones, il n'y a jamais eu autant de féministes, et notamment chez les jeunes.
105 ans, bonjour. Mais tu vois, les nanas qui ont 14, 15 ans... Putain, mais cette génération... Elle est incroyable. Ils vont kicker des culs. Oh mon Dieu. Elle est incroyable. Je trouve ça trop bien. Franchement, quand ça va pas, je les vois. Et je me dis, la relève est là. Et quand j'en discute avec d'autres féministes qui ont 60, 70 ans, elles disaient la même chose avec nous, quoi. Donc, je trouve ça trop bien. Et puis, elles vont beaucoup plus loin, elles acceptent beaucoup moins de choses, elles sont beaucoup plus radicales. Et tant mieux, en fait. Donc, on est beaucoup trop nombreuses. C'est à la fois une question qui est valable pour le mouvement de manière générale, mais aussi pour la newsletter, que quand tu crées ton média ou quand tu crées une opposition, tu dois t'inventer toi-même ta légitimité. Comment tu as abordé ça ? Je suis pas tout à fait encore arrivée. Bébé chat. C'est intense. En fait, la légitimité, de toute façon, c'est jamais toi qui te la donne. Ça n'a pas de sens. La légitimité, ça vient c'est quelqu'un d'autre qui te la donne. Donc, moi, c'est quelqu'un qui s'inscrit à la newsletter, qui décide de pas se désabonner. C'est pour ça qu'à chaque désabonnement, franchement, j'ai vraiment mon petit cœur qui se serre, quoi. Mais sauf que quand il y a autant de lecteurs, il y a autant de lectrices plutôt. Il y a pas mal de désabonnements. Enfin, c'est logique. Et donc mais à chaque fois, toutes les semaines, quand je vois les 20-30 personnes qui se désabonnent, je suis genre, c'est pas cool, les gars. Mais sinon, cette légitimité, elle t'est donnée par les gens à l'extérieur, par que ce soit des médias qui te donnent la parole sur des questions, les institutions, je sais pas, par exemple quand il y a des députés qui font des lois à l'Assemblée nationale et qu'ils t'appellent pour que tu donnes ton avis sur ces lois, du fait de ton expertise féministe, tu dis ouais, ok, c'est cool. Quand ça arrive de plus en plus souvent, tu dis ok, et puis à un moment donné, tu te dis activiste. Parce que toi, t'as décidé que c'était de cette manière-là que on te donnait la légitimité. Et en fait, moi, je crois beaucoup dans les institutions publiques, et donc je pense que c'est pour ça que, en tout cas, c'est de là que je tire ma légitimité. Et l'autre chose, c'est que c'est aussi par rapport à la communauté. En fait, la communauté des Glorieuses, c'est une communauté qui est trop chouette pour ça. C'est une communauté qui est très investie, très féministe. J'appelle la communauté des Glorieuses, mais c'est peut-être pas le bon terme. C'est genre les personnes qui lisent cette newsletter. C'est des personnes qui vont me dire dès que je fais un faux pas, mais toujours dans la bienveillance. Et ça, c'est cool. Mais qui vont quand même rester, à part ces 20-30 personnes hebdomadaires. Qu'on n'embrasse pas. Mais réabonnez-vous, s'il vous plaît. Tu te rappelles de la première fois que tu as entendu le mot féminisme ? Non. Vraiment pas, non. Et pourtant, genre, ma marraine a fait partie de réunions du MLF, mais j'ai appris ça hyper tard, il y a vraiment pas longtemps, quoi. Non. On n'en parlait clairement pas chez moi. Ok. T'as eu quel genre d'éducation ? J'ai eu une éducation franchement chouette. J'ai été éduquée par... donc mes parents, mais pas que. Mes parents, ils se sont séparés quand j'étais assez jeune. Et donc, en fait, j'ai eu des éducations assez différentes. Chez ma mère, par exemple, ma mère, elle est québécoise, canadienne, canadienne anglophone et canadienne francophone. Et donc, on avait une éducation très anglo-saxonne à la maison. On écoutait de la Motown à longueur de journée, les suprêmes du matin au soir. Et il y avait ce rituel, par exemple, le vendredi soir. Elle revenait du travail, je sais pas à quelle heure. Et systématiquement, elle mettait, je pense que c'était Aretha Franklin à fond. Elle se servait un verre de vin à ras-bord. Et puis, elle, mon frère et moi, on se mettait dans le salon et puis on dansait très fort. C'était vraiment très cathartique comme moment. C'était trop joyeux. C'était hyper joyeux. Et j'adorais vraiment ces moments. Chez mon père, c'était plus une éducation, comment dire, fallait que je sois toujours la première de classe. La famille de mon père est venue du Maroc. Ils avaient eu la nationalité avant de venir, mais voilà. Et donc il y avait toujours ce truc il fallait toujours prouver qu'on était légitime.
Et donc, si j'arrivais pas avec un 10 sur 10 ou un 20 sur 20, c'était vraiment la misère, quoi. Et pourtant, je disais à mon père, enfin, en France, c'est galère d'avoir un 20 sur 20. Ils aiment pas les 20 sur 20, sauf en maths. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que j'aimais les maths. Mais... parce que je pouvais les avoir, ces 20 sur 20. Et j'avais une éducation aussi, pas forcément religieuse, mais culturellement un peu religieuse, juive, que j'adorais par ailleurs. Et tous les étés, je passais un mois en Israël chez ma grand-mère paternelle, avec qui je cuisinais énormément. On allait à la synagogue, on allait à la plage, mais c'était trop bien en fait. Et puis l'autre mois, je la passais dans les Landes, dans ma famille canado-française, protestante catholique, qui était très chic et très... c'était trop bien aussi en fait. Donc j'étais tiraillée, mais enfin j'étais même pas tiraillée en fait. J'adorais ces deux cultures. J'adorais vraiment ces deux cultures. Je m'amusais énormément dans ces deux cultures. Et le côté première de classe? Comment t'as essayé / en partie réussi, peut-être, point d'interrogation, à t'en débarrasser et... Mais il n'y a pas de problème avec le fait de vouloir être première de classe. Non, mais ça dépend, parce que des fois, quand quelqu'un te dit quelque chose, justement, tu remets pas en question parce que tu te dis, ok, c'est la règle et je le suis. Donc comment est-ce que tu as réussi à t'émanciper de ça et à te dire que ce qui est attendu de toi, tu dois le faire. Si on te demande quelque chose, tu dois dire oui, tu dois pas dire non. Alors en vrai, je pense que à partir du moment où j'ai eu mon doctorat, je me suis dit, c'est ok. Enfin, j'ai vraiment, en tout cas en termes de légitimité, je me suis dit, j'ai fait tout dans les règles. Mm-hmm. Je suis allée au bout du système scolaire. C'est le bout du bout de... je sais pas, j'essaye de l'expliquer, mais je me suis jamais... Enfin, j'ai jamais expliqué comme ça, parce que j'ai pas fait mon doctorat pour ça. Je l'ai fait parce que cette question m'intéressait et c'était le moyen le plus... Enfin, c'était le seul moyen pour que je puisse étudier cette question pendant 3 ans, en fait. Mais c'était un moyen plus qu'un but. Mais au final, je me dis que c'est vrai que ça m'a vachement apaisée sur ces questions-là. Et puis, j'ai peut-être pas le côté première de classe, mais je reste très scolaire, la manière dont je travaille. Enfin, je lis énormément avant d'écrire sur une question. Je parle pas de ce que je ne connais pas. À un moment donné, genre, on m'avait proposé d'être, tu sais, chroniqueuse ou commentatrice sur RTL. Je pense que j'ai tenu genre 2 mois. Après, on a arrêté de m'appeler parce que j'étais genre la pire commentatrice. En fait, tous les soirs, il y a des sujets d'actualité qui sont pas forcément des sujets d'expertise. Et en fait, à chaque fois que c'était un sujet que je maîtrisais pas, je suis là, alors en fait, non, moi, j'ai pas mon mot à dire. Et en fait, les gens autour de la table, ils étaient là, mais c'est qui cette meuf, en fait? En fait, t'es obligé d'avoir un avis sur tout le temps, en permanence. Et en fait, moi, je refusais ça. Et je sais que ça fait très chic de dire ça, mais c'est même pas par conscience politique, c'est juste que je n'y arrive pas, en fait. Mais justement, là, en ayant une voix qui porte assez bien et tout, est-ce que t'as l'impression que t'as un peu une pression d'avoir, peut-être pas raison, mais en tout cas d'avoir quelque chose à dire, quelque chose à défendre en permanence? En fait, cette question-là, je l'ai résolue en me disant que cette volonté de changer le monde, de changer l'environnement dans lequel on vit, ça implique de pas tout reproduire de la société actuelle. Et le fait qu'on vive dans une société où on commande tout le temps sans en avoir l'expertise, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais pas retrouver dans mon utopie féministe. Donc effectivement, sur certains sujets, des sujets qui touchent pas au féminisme ou qui touchent pas à l'économie des musées, qui est mon autre domaine d'expertise, et ben volontiers je dis que je ne sais pas, que je n'ai pas d'opinion, enfin, et si j'ai une opinion, elle ne mérite vraiment pas d'être diffusée sur les ondes d'une radio. Et c'est ok. Et j'aimerais que les gens aussi se sentent à l'aise avec le fait de dire que toute opinion n'est pas bonne à être diffusée à des milliers et des milliers d'auditeurs et d'auditrices. Elle est comment ton utopie féministe? Oh là là, franchement, vas-y, amuse-toi.
C'est marrant parce qu'en fait, je sais pas. Ah ouais? Mais c'est pour ça que je pose la question à tout le monde. Parce que je sais pas, est-ce que je suis en train de faire un travail de recherche sur cette question. Déjà, c'est une société qui est profondément écologique, qui est post-capitaliste. Mais qu'est-ce que ça veut dire post-capitaliste? C'était ma question parce que je suis comme oui, quoi? Je sais pas encore. Être post-capitaliste, en tout cas, c'est vivre dans une économie qui soit pas une économie de marché. Mais je sais pas encore. Je la cherche, cette économie. Et je suis sûre qu'elle existe, de la même manière qu'avant les capitalistes recherchaient une économie capitaliste alors qu'elle n'existait pas encore. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ce serait sur des petites choses, par exemple. En France, je ne sais pas si tu es au courant, mais à 14-15 ans ou 13-14 ans, à l'école, on passe ce qu'on appelle l'ASSR, qui est un truc lié à la sécurité routière. En fait, pendant 2 jours, on a des formations sur la sécurité routière. Mais vraiment une formation de base, en fait. Mm-hmm. Et au bout de ces 2 jours, on passe un espèce de mini-examen que vraiment tout le monde a. Mais c'est un examen qu'on doit avoir ensuite, plus tard, pour passer son permis. Mm-hmm. Et moi, ce que j'aimerais dans cette utopie, c'est qu'il y ait le truc de la sécurité routière. Je pense que c'est méga important. Mais surtout, il faudrait qu'il y ait une formation à l'égalité. C'était la phrase de Beauvoir qui disait on ne naît pas femme, on le devient. Et c'est la même chose, on ne naît pas féministe, on le devient. Ou on ne naît pas profondément égalitaire, on le devient. Et en fait, je pense qu'il faut qu'il y ait une éducation plus poussée à l'égalité. Et d'ailleurs, ça aurait une incidence sur la sécurité routière. Parce que qui fait des accidents? En majorité les hommes. Boum. C'est dit. Est-ce que t'as des stats sur tout? Non, alors vraiment pas sur tout. Mais là-dessus, elles existent. Il y a un très bon bouquin de Lucille Pétavin qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le coût de la virilité, dans lequel on peut retrouver toutes les statistiques sur le coût de la masculinité toxique dans notre société. Du génie, ce livre. Ok. Comment tu bosses pour les newsletters? Comment tu sais... De quoi t'as envie de parler telle semaine? En fait, les bonnes, il y a des bonnes et des mauvaises semaines. Les bonnes semaines, je suis allée dans une fête et quelqu'un a dit une connerie et du coup je peux utiliser cette scène pour ensuite expliquer pourquoi c'était une connerie. Ou alors, j'ai vu une pièce de théâtre, un film, en tout cas un élément extérieur dans mon environnement m'a donné le sujet. Les mauvaises semaines, je stresse, j'angoisse, je lis beaucoup, je passe des heures sur Internet, sur Twitter, sur Instagram, sur des sites américains qui traitent de questions de féminisme. Je me tire les cheveux et puis j'écris quelque chose. Et ça va. À chaque fois, toutes les semaines, ça va. Franchement, ça va. Mais c'est plus ou moins difficile. Mais vraiment, ce que j'adore, c'est de pas penser au sujet et puis juste que le sujet soit amené à toi. Mais c'est comme toi avec tes chroniques, j'imagine. Ouais, mais c'est ça que j'ai réalisé. Je sais pas si c'est un truc conjoncturel ou structurel que je n'avais pas remarqué avant, mais je remarque que j'ai énormément de mal à faire des choix, à prendre des décisions. Mais ça peut être genre juste, je dois choisir une bière et vraiment ça a d'impact que sur le goût, quoi. Donc on s'en bat les couilles. Mais j'ai vraiment du mal à ça et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai de plus en plus de mal avec les chroniques parce que chaque sujet est un choix que je vais devoir assumer quand même devant, je sais pas, il y a 2 millions d'auditeurs. Et puis chaque vanne, si je la garde, si je la change, si je la laisse, c'est un petit choix. Et donc c'est beaucoup trop de décisions à prendre pour 3 minutes et c'est une angoisse. Mais de ouf. Et donc, ouais, je suppose c'est pareil pour les newsletters parce que quand c'est envoyé, c'est envoyé. Tu peux pas peaufiner, revenir dessus. Déjà, moi, c'est pas 2 millions, c'est 150 000, donc franchement. 150 000, ça reste beaucoup de gens. Ouais, c'est pas 2 millions. Je sais pas si je dirais la même chose pour 2 millions, en tout cas, si je serais suffisamment OK. Au début, en tout cas, c'était un énorme stress. Avant d'appuyer sur le bouton envoyer, j'avais des palpitations, j'étais pas bien, ou je demandais à quelqu'un de le faire parce que moi j'y arrivais pas. C'est hyper c'est hyper dur. Et après le fait de faire un choix, déjà ça me détend parce que je me dis en fait il y a beaucoup de semaines dans l'année. Et donc si jamais j'ai fait quelque chose et
En fait, c'est plutôt le rapport à l'erreur qui a changé dans ma réflexion. C'est que je suis beaucoup plus OK avec le fait de faire un bide ou de me tromper ou de faire des erreurs. Chose qui n'était pas forcément le cas au début. Au début, j'étais ultra angoissée de faire soit une coquille, une faute d'orthographe, de pas avoir choisi le bon sujet, d'avoir été trop en retard ou trop en avance sur un sujet, de pas avoir eu le bon argumentaire. Et là, je me dis, j'ai autant de conscience intellectuelle à l'écrire, mais par contre, je me dis, si jamais quelque chose, un argument que j'ai utilisé n'est pas forcément le bon, bah c'est pas grave. C'est la vie, puis la semaine prochaine, je ferai mieux. Vraiment, ce rapport à l'erreur me détend énormément. Et comment ça a changé ? Comment j'ai accepté ? Ouais. En me trompant, je pense. Ça m'est arrivé. J'ai dû faire des grosses boulettes ou j'ai eu des gros moments de... J'ai dû me tromper et puis j'ai dû me rendre compte que c'était pas grave. Fair enough. Et l'âge, ma petite. Oh là là. Putain, vivement mes 105 ans. Je peux boire un peu ? Mais oui, ça va être froid notamment. Ça va, c'est ok ? Mais oui, c'est ok. Et toi, c'est ok ? Bah oui, complètement, mais genre, mais je te fais pas perdre ton temps. Non, mais tu vois, t'es pas obligé de le diffuser si ils ont causé un revenu, quoi. Enfin. T'es pas en train d'enregistrer ça. Si. Là, ça tourne. J'ai remis directement pour être sûre de pas oublier de le relancer. Voilà. Mais tout sur la légitimité, personne n'est surpris. Le rapport à l'erreur, c'est méga chill. En plus, il y a tout un truc genre performatif que j'essaie d'avoir, tu vois, et de dire aux meufs, genre non, mais c'est pas grave, c'est cool, faites des choses, au pire, vous vous trompez. C'est quand même la devise avec la même au pire, ça va pas. Ouais. Au pire, tu te trompes. Moi, ça m'a soulagée de ouf. Quand j'ai réalisé qu'en fait, tout le monde s'en bat les couilles que j'existe. Et si tu te dis ça souvent, tu te dis, mais personne m'attend nulle part. Ce qui est déprimant. Et en même temps, tellement apaisant, en fait. Parce que vraiment, dans 10 minutes, tout le monde aura oublié tout ce que t'as fait. Moi, j'ai vu ça pour... j'avais une phobie de parler en public avant. Ouais. Mais une phobie où, genre, dès que je parlais en public, à chaque fois, je vomissais. Pendant ou après ? Non, juste avant. Ok. Je dormais pas les 3 jours avant. Je tremblais pendant que je parlais. Ça n'allait pas. Et puis un jour, je crois que c'était une des premières fois où j'ai parlé en public. Il y avait genre vraiment beaucoup, beaucoup de monde. C'était à Bruxelles. À une conférence de la Commission européenne sur la culture et où c'était pour parler de mon mémoire de fin d'études. Et là, j'ai vu une meuf au premier rang en train d'envoyer des textos. Enfin, tu vois, je la voyais genre pas du tout écouter. Et là, tu lui as mis une tatane. Et donc là, je lui dis, madame. Là, du coup, je me suis dit, en fait, tout le monde s'en fout. Même quand t'es, genre, sur une tribune, avec des projecteurs sur toi, et ta gueule en 4x3 derrière, en fait, personne n'écoute. Tout le monde est sur son portable. Tout le monde s'en fout de ce que tu dis. Et là, je me suis dit, ok, franchement, je peux le faire. Faire juste une autre activité où, genre, personne me voit. Mais voilà, c'est juste un autre endroit, mais ça passe. Et maintenant, tu fais ça en mode YOLO. Ouais. Enfin, limite, je m'endors. Non, c'est pas compliqué vrai. quand c'est toi qui parles. C'est pas vrai. Mais maintenant, ça va mieux. Okay. C'est pas parfait, hein, mais c'est ok. Mais je vomis plus. Mais bravo. Et voilà, hein. bah ouais, Oh il y a là. tu vois. Par contre, tu parles toute seule. Comment Point d'interrogation. Tu me l'as dit. Ah, ok. Mais si tu veux, je coupe. Hein. Non. Ok. Mais c'est un truc que genre vraiment, je me pose la question de à quel point les gens parlent seuls. Parce que personne le dit jamais. Et tu vois, genre le nombre de conversations que j'ai eues avec des gens morts, loin, qui savent pas que j'existe, Ouais. ou bien le nombre d'interviews qu'on m'a jamais demandé, mais auxquelles j'ai répondu. J'adore. J'adore. Et voilà. Et toi, je sais que genre des fois, t'as des conversations avec Nora Ephron. Oui, j'adore Nora Ephron. J'allais dire mon autre mère, mais ce serait bizarre. Non, c'est genre ma pote, quoi. Ma pote, c'est la personne que j'aurais rêvé rencontrer. C'est la personne que j'aurais rêvé rencontrer. Et malheureusement, elle est décédée il y a une dizaine d'années. Et voilà, mais je continue de lui parler. C'est
pour moi vraiment la personne qui a tout compris sur cette planète. C'est très étrange, non? De découvrir, il y a plusieurs femmes comme ça, mais elle notamment. Enfin, voilà. C'est qui tes crushs intellectuels? Évidemment Marguerite Duras. C'est, voilà. Camus, complètement. Ouais, j'ai cru comprendre que vous aviez un truc. Il y a un vrai truc, clairement. Mais aussi sa maîtresse de longue date, Maria Casares. Marcelle Tiner, qui est une activiste féministe du début du XXe siècle. Alexandra Kollontai, qui est la première personne au monde à avoir fait passer la première loi au monde qui légalise l'avortement. C'était en Russie soviétique. Putain, et moi, tout ce que j'ai compris, c'est Koh-Lanta. Merde. Disgrace. What a disgrace. What a shame. The feminist revolution is not proud. The bad feminist. Bad feminist. J'ai qui d'autre, aussi une nana que je rêverais d'interviewer qui s'appelle Sarah Polley, je sais pas comment on prononce son nom, qui est une réalisatrice et qui a fait Take This Waltz. Je sais pas si tu l'as vu ce film. Pas du tout. Trop bien. C'est quoi? En fait, c'est sur l'histoire c'est une histoire d'amour extrêmement poétique. Et pour moi, c'est un de mes films préférés au monde. Je raconte très mal. Ouais. Okay. Et pourtant, j'ai envie de dire, c'est mon métier, mais qu'est-ce qui te touche? Qu'est-ce qui me touche dans ce film? En fait, c'est à la fois l'ambiguïté des personnages, c'est le fait qu'ils soient pas noir ou blanc, c'est l'absence de polarité dans les personnalités. Et c'est ça que j'adore généralement dans les fictions, c'est quand c'est pas le héros ou l'anti-héros, c'est pas le méchant ou le gentil, mais c'est quand les gens sont ambigus et ils sont ambigus avec eux-mêmes. Ils sont chelous. J'adore les gens chelous. J'adore. Et c'est ça que j'adore dans ce film, et c'est d'une poésie magnifique, quoi. Et tout le monde est beau, la musique est incroyable. Voilà, donc Sarah Polley, j'adore. Qui j'adore d'autre? J'adore beaucoup de gens quand même. Hannah Arendt récemment, parce que je travaille beaucoup sur l'action et le politique, et en fait, je sais pas, je me dis ça me rend plus intelligente de parler avec Hannah Arendt de temps en temps. Et avec Britney Spears aussi, j'aime beaucoup. Et alors non, tu sais quoi? Tu sais c'est qui ma personne préférée au monde avec qui j'adore avoir des discussions imaginaires? C'est Monica Lewinsky. Pour moi, Monica Lewinsky, c'est la personne la plus drôle sur Twitter. No offense. Mais franchement, il y a elle et toi. Mais tu suis son Twitter ou pas? Non, pas du tout. Ah, c'est merveilleux. Elle est si drôle. Elle est si drôle. Tu vas avoir un tweet, donc je vais raconter, j'espère que ça va passer. Ah, mais tu racontes mal les blagues. Oui. Vas-y. Je la tente quand même. Ouais, franchement, faut tenter. Donc, le tweet, c'est Do you have a name that was completely ruined by some kind of thing that happened? Et elle répond Wait, can I even play? Je vais juste mettre ça comme teaser pour faire genre oui, évidemment, les gens qui doutent est passé en bilingue. Et franchement, pour moi, cette personne, c'est le symbole de la résilience et de l'humour, et je suis complètement fan de Monica Lewinsky. Ok. Non mais enfin, elle a une trajectoire de dingue. Ce qu'elle racontait là, parce que là, il y a un documentaire qui sort sur elle. Ok. Et en fait, qui est une docu-fiction. Mon genre préféré par ailleurs. Pourquoi? J'adore les docu-fictions. J'adore l'histoire et j'adore la fiction. Donc j'adore les docu-fictions. Ouais, mais il y a pas un truc de ça s'annule un peu et tu sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Ah ouais, moi j'achète tout. Ah ouais? Ah ouais. Ok. Ouais, là pour le coup, je doute pas. Là, mon cerveau est en vacances et j'achète tout. Et là, pour le coup, c'est une docu-fiction, mais qu'elle a produit. Donc, on peut croire que ce qui a été mis dedans est vrai. Ou en tout cas, c'est sa vérité. Ouais, et ou sa en tout cas, et j'adhère à sa vérité. D'accord. Complètement. Et donc, évidemment, c'est sur l'impeachment. Mm-hmm. Et donc, dans ce cadre-là, il y avait un portrait d'elle dans le Vanity Fair, je crois, où elle dit qu'elle a été tellement affectée et déprimée que pendant de nombreuses années, en fait, elle faisait la côte est à la côte ouest des États-Unis en voiture, mais elle s'arrêtait jamais. Et en fait, juste conduire, ça lui a permis de survivre.
et juste, elle avait pas de but. Elle faisait juste est en ouest. Et elle a fait ça parce que, en fait, peu importe où elle allait, c'était Monica Lewinsky, donc elle a pas réussi à avoir d'emploi. Ses parents l'ont aidée financièrement jusqu'à il y a très récemment. Dès qu'elle allait à un endroit, il y a quelqu'un qui faisait soit des blagues, qui se référait à elle là-dessus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec MeToo, elle a commencé à repenser cette histoire en disant, wait, en fait, c'est moi la victime là. C'est un mec qui avait tous les pouvoirs, qui a décidé de se taper une stagiaire, et c'est moi qui ai été exposée, et c'est ma vie qui a été ruinée. C'est pas la sienne. Et en fait, ça lui a permis de complètement changer sa vision de cette histoire, et d'écrire, de commencer à écrire là-dessus. Et depuis, elle a créé une association trop bien qui aide les personnes qui sont harcelées, et notamment cyberharcelées, ce qui lui est arrivé. Et aujourd'hui, elle est qui elle est, quoi. C'est une personne qui est drôle, douce, intelligente. C'est une productrice maintenant. Elle aide énormément de personnes. Et je trouve ça ouf, quoi, ce qu'elle a réussi à faire. Mais quand tu parlais de se réapproprier les histoires et de les mettre selon sa vérité à soi plutôt que celle qui a été imposée, tout ça, je suppose que tu as lu Je suis une fille sans histoire. Alice Zeniter, meilleure personne de la Terre ou quoi? D'ailleurs, j'ai laissé le livre dans le train et je suis dégoûtée parce que j'avais pris plein de notes. Ouais, mais d'un côté, t'imagines la personne qui l'a trouvé. C'est exactement ce que je me dis. T'es le prince de s'en mêler de quelqu'un. Ouais. Mais si t'as le bouquin, je le veux bien quand même. Ah, je l'ai pas ici, non. Non, je disais, si jamais quelqu'un écoute. Ah, pardon. Ok. Voilà, si vous l'avez. Ok. On coupera, hein. Moi, je trouve ça très rigolo, hein. Ok. T'écris de la fiction? Non. J'ai pensé trop longtemps, non, pour que ce soit. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Du coup, j'ai surtout envie de savoir pourquoi tu. Pourquoi je mens. J'ai tenté, en fait, et je tente encore. Et en fait, j'ai ce projet de roman trop bien. Et dans ma tête, il est trop bien. Et à chaque fois que je l'écris, c'est pas aussi bien que dans ma tête. Et donc, du coup, ça me déprime, j'abandonne et je repasse à la non-fiction qui me déçoit moins. Pourquoi? C'est beaucoup plus simple déjà de faire la non-fiction, en fait. Là, il y a une vérité, en quelque sorte. Ouais, mais je pense que la vérité, c'est plus simple. Oui, mais justement, là, ouais, t'as un truc à suivre, t'as rien à inventer, et de toute façon... Mais je pense que c'est Woody Allen qui dit qu'avoir une idée, c'est fantastique, et toutes les étapes d'après, c'est juste la ruiner. Ouais, oui, il a raison. Il n'a pas dit que de la merde. Il a pas dit que de la merde. Et mais pourquoi ça te plaît pas? Ce que j'écris? Ouais. Je pense que j'y ai pas consacré suffisamment de temps. Et en fait, ça requiert une imagination. En tout cas, le fait aussi de se laisser aller dans son imagination, qui était quelque chose sur lequel j'étais pas tout à fait à l'aise ces derniers temps. Pour plein de raisons. Voilà, j'ai pas très envie de parler. Ok. C'est quoi le truc dont t'es le plus fière? Il y a un truc dont je suis méga fière. C'est que j'ai fait une campagne pour faire en sorte que les tampons et les serviettes soient gratuits dans les écoles, et dans les universités et dans les lycées. Donc j'ai pas du tout été la seule à le faire, mais j'ai beaucoup travaillé pour, et notamment auprès des pouvoirs publics et notamment auprès de la ville de Paris. Et maintenant c'est le cas. Donc les tampons et les serviettes sont depuis 1 an, je crois, gratuites dans les collèges. À Paris, parce que les collèges sont gérés par la mairie de Paris, et après la région Île-de-France a suivi, et c'est le cas dans les lycées. Et après pour les universités, je crois que c'est au cas par cas. Mais ça, je suis trop fière, parce que je sais pas, je me dis que j'ai un tout petit peu contribué à faire en sorte que ça soit possible. Et franchement, je pense que la moi de 13 ou 14 ans, elle aurait été méga fière aussi.
Merci. Merci à toi. Alors, normalement, le podcast est terminé, mais j'avais envie de partager avec vous un extrait de la toute première discussion que j'ai eue avec Rebecca. C'était dans le cadre d'une interview, donc ça a été enregistré. Par contre, c'était en terrasse à Paris et enregistré à l'iPhone, donc la qualité est dégueulasse. Mais ça dure que 10 minutes et je trouve ça personnellement tellement intéressant que je me dis que peut-être ça pourrait aussi vous intéresser malgré le son éclaté. On y parle de doute encore et de l'évolution du féminisme selon nous. La question suivante, c'est un autre aspect de ton podcast que j'aime beaucoup, c'est que tu as l'air de vraiment d'aimer d'amour les gens qui doutent. Ouais. Et je trouve ça hyper beau parce que dans ma tête, je rêve souvent d'un monde où il y aurait que des gens qui doutent. Et donc du coup, on aurait tous des discussions hyper intéressantes qui seraient interminables et on se mettrait jamais d'accord sur quoi que ce soit. Et ce serait en fait trop bien de pas se mettre d'accord sur quoi que ce soit, mais qu'on se respecte tous, quoi. C'est un peu genre mon utopie des gens qui doutent. Ouais, mais d'un côté, j'interviewe que des gens qui sont pas mal du même milieu social et tout, donc évidemment qu'on n'est pas toujours d'accord sur tous les détails, mais dans les grandes lignes, on est quand même tous privilégiés de gauche et à dire qu'il faut soutenir l'art et qu'il faut être plus gentils les uns avec les autres. Donc c'est facile un peu d'interviewer que des gens qui sont un peu très d'accord avec toi. Mais en vrai, le désaccord m'effraie de ouf. Parce que si tu mets face à quelqu'un de droite qui a beaucoup de rhétorique, je décède. Parce que je n'ai aucune rhétorique, je sais pas calibrer mes idées pour qu'elles soient efficaces. Je reconnais pas toujours les sophismes et tout, donc si t'es convaincant, je te crois, vraiment. Moi, c'est pareil, hein. J'ai tendance à croire beaucoup de gens juste sur ce qu'ils disent et si jamais ils ont une bonne rhétorique, ça. Ouais. Allez, vas-y. Maintenant, je suis de droite. Allez, c'est ça. Honnêtement, je pense qu'au départ, j'ai voté pour la première fois à gauche parce que juste la personne, la veille du vote, m'a très bien convaincue qu'il fallait voter pour le candidat à gauche. Et puis après, j'ai juste pas rencontré qui que ce soit qui m'a convaincue. Ouais, mais c'est ça. Je pense que c'est Rémi Boyce qui a un sketch où il dit « Moi, je crois juste la dernière personne qui a parlé. » C'est trop ça. Et ouais, évidemment. Mais donc, oui, voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Et pourquoi t'aimes autant les gens qui doutent ? Qu'est-ce que t'aimes comme doute ? Bah, c'est rassurant en fait. C'est en fait, c'est une séance de psychanalyse en même temps. Ah, écoute, je savais que ma psy préparait un mauvais coup. Voilà. Parce que c'est rassurant, parce que si tu doutes, ça veut dire qu'il n'y a aucune vérité arrêtée. Ça veut dire que tu as le droit de changer d'avis, ça veut dire que tu as le droit de faire des erreurs. Et que c'est normal, et que ça fait partie du processus, et que... Et en fait, tout est dédramatisé, parce que si tu n'arrives pas à la vérité, c'est pas grave, tu feras plus tard en fait. Juste, tu fais ton petit chemin, et ouais, c'est hyper rassurant. Moi, j'aime bien le fait de ne pas pouvoir me tromper. De pouvoir ne... Il y a beaucoup trop de négation dans ma phrase, je me suis perdue. Mais t'aimes la possibilité de pouvoir te tromper. Ouais. Et c'est pas trop accepté pour l'instant. Toujours des avis super binaires. Tout est très manichéen. C'est pour ça que je dis jamais rien d'engagé, vraiment très directement sur mes réseaux ou dans les spectacles ou quoi, parce que j'ai pas d'avis tranché. La vérité elle est toujours un peu au milieu, mais quand tu dis ça, les gens ils trouvent que t'es pas assez... que un peu t'es un froussard, quoi, ce qui est vrai. Mais c'est surtout que c'est jamais bien d'avoir des idées trop arrêtées sur les choses. Donc, et alors là, je vais un peu me la péter. Vas-y. Mais j'ai la référence. C'est Camus qui parlait du courage de l'équilibre radical. Le courage de l'équilibre surtout. C'est dans quoi ? C'est dans un article de presse. J'ai la référence dans une de mes newsletters. Et c'est hyper beau ce qu'il dit. Il dit qu'en fait, c'est extrêmement simple justement de rentrer dans l'antagonisme et dans le manichéisme. Et en fait, ce qui est beaucoup plus dur, c'est justement d'être suffisamment empathique pour comprendre déjà les deux côtés et d'exposer ça sans prendre forcément parti pour un côté ou pour un autre. Ouais. Et c'était hyper beau et en plus c'était... je crois qu'il a publié ça en... Je crois 62, c'était au moment où Sartre était hyper engagé et lui, du coup, vu qu'il n'était pas engagé, on avait tendance à dire qu'il était à droite, alors qu'il n'était pas du tout. C'est juste que lui, en fait, son schéma de pensée, c'est de réfléchir et c'était d'essayer d'aller toujours un peu plus loin.
justement pas avoir une opinion tranchée. Et en fait, je l'ai découvert il y a pas longtemps et ça me fait vachement réfléchir sur moi, mon engagement, sur le fait que j'ai vachement des opinions arrêtées parce qu'on nous demande d'avoir des opinions arrêtées. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Et tu réponds et t'as le journaliste qui dit non, mais est-ce que vous êtes oui ou non, pour ou contre? Et en fait, il y a un moment donné, tu réponds, tu flanches quoi. Ah bah évidemment. Forcément, tu réponds pas. Mais effectivement, si jamais on pouvait genre contribuer à créer en tout cas à changer le débat public pour faire en sorte qu'on puisse avoir des positions et puis qu'on puisse toujours dire bah oui là je pense ça aujourd'hui mais peut-être que dans 5 minutes ce sera le contraire. Ouais mais ça prendrait tellement de temps. Dans les médias ça rentre pas quoi. Tu peux pas faire un vrai débat où tout le monde est nuancé. Dans les médias. Ouais mais c'est parce que c'est des avis justement très arrêtés. Tu peux avoir un gros titre et un truc genre oui je suis d'accord avec ça, tu peux faire un sujet de 3 minutes et ça part. Tandis que si tu commences à dire oui mais il faut prendre ça en considération, il y a ça qui intervient, ça c'est un peu plus nuancé dans la vraie vie, bah tu t'en sors pas en fait. Ça fait toujours couper. À chaque fois on me dit en fait là non, alors que je n'ai même pas commencé à exposer ma thèse quoi. C'est un peu... Fair enough. Bon bah maintenant moi je comprends quoi, je crois que c'est à cause de la pub, genre je mettais ça sur le capitalisme. Non, honnêtement, continue à croire ça, c'est la pub. Franchement c'est chaud. C'est coca, c'est coca. La question suivante c'est sur le rapport au bénéfice du doute. Parce que j'ai un rapport hyper... assez étrange, je sais pas, mais en tout cas, le bénéfice du doute, c'est pour moi un concept qui est un concept de privilégié. Clairement, en fait, on donne le bénéfice du doute aux personnes qui sont méga puissantes parce qu'on se dit, bon voilà, peut-être qu'il a commis ça, mais peut-être pas. Il faut vraiment... Enfin, en tout cas, la notion de bénéfice du doute est invoquée surtout pour essayer d'équilibrer ce sur quoi il est accusé. Cette phrase, elle était dure à dire, mais je suis pas d'idée. Et je me dis ce qui est hyper intéressant du coup, c'était que les activistes, et notamment les activistes féministes, ont vachement essayé de remettre en cause, ou en tout cas de supprimer ce bénéfice du doute, pour dire non mais attendez, enfin là, faut pas qu'on se concentre là-dessus, faut qu'on se concentre sur le fait que Bill Cosby, par exemple, il y a 63 femmes qui l'ont accusé de viol et d'agression sexuelle, et que du fait qu'aujourd'hui il soit libéré, c'est juste pas normal. Et de l'autre côté, tu as le bénéfice du doute. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en faisant ça, dans leur méthodologie, j'ai l'impression, mais c'est vraiment une hypothèse, c'est que les féministes ont elles-mêmes supprimé la notion de bénéfice du doute entre elles. Donc à chaque fois qu'il y en avait une qui disait quelque chose ou que quelqu'un disait quelque chose sur elle, elle se dit oh là là, non mais attends, elle a fait ça, non mais jamais. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de pire que les féministes qui se jugent entre elles, quoi. Il y a un truc de... En fait, il y a tellement un truc de vérité absolue que tu fais, mais les meufs, et calmons-nous, hein, vous êtes en train de prôner un truc et de faire l'inverse, en fait. C'est un milieu qui est aussi assez effrayant, je trouve, parce que, ouais, au moindre truc que tu dis de mal, les gens sont tellement sur des opinions arrêtées, en fait, que tu vas vite te faire lyncher sur des trucs... Excusez-moi, on pourrait avoir un verre d'eau, s'il vous plaît ? Donc ouais, mais en fait le bénéfice du doute, en fait je comprends même pas que ce soit un débat, parce que d'un côté évidemment qu'il doit exister, mais 63 femmes, à un moment bah non en fait, mais d'un côté s'il existe pour des gens, il faut qu'il existe pour tout le monde, et c'est ça qui est pas normal, c'est toujours les mêmes qui l'ont et les autres bah non, ils ont l'inverse, donc je comprends même pas que ce soit un débat, mais d'un côté vu que c'est pas une science exacte, évidemment que tu vas pas compter le nombre de tu vois. Et ce que tu disais sur les féministes, c'était hyper intéressant et je sais pas que tu sois dedans, je ne le saurais pas. Mais parce que toi, du coup, tu le vois un peu d'un point de vue extérieur, qui sera peut-être à moi ou genre, en fait, je vois pas ce qui... Merci beaucoup. Merci. Enfin, je vois pas ce qu'on voit finalement d'un point de vue extérieur et effectivement, j'ai cette même impression un peu de meute, quoi. Ouais. Mais est-ce que ce que disait tantôt, il y a que la colère et jamais la joie. Ouais. Il n'y a jamais la joie de hey, on est en train de défendre des choses qui sont similaires. On n'est pas d'accord sur tout, on n'est pas d'accord sur la façon de le faire, mais on a quand même des valeurs qui sont similaires et genre le fait qu'il y ait des gens qui soient pour les droits gays mais pas les droits trans, tu fais mais les gars, mais c'est quoi? À quel moment vous avez vrillé, quoi? Ça n'a pas de sens. Et je pense, vu que toutes les luttes convergent vers le même truc, je pense que si t'es anti-racisme, t'es aussi pour le droit
t'es aussi féministe, t'es aussi pour les droits des personnes LGBT. C'est juste la même chose, le droit de pouvoir exister. Et à un moment, ça a arrêté de converger dans la même direction et les gens sont... Genre, ils ont choisi leur bataille et ils sont allés très très fort là-dedans, quitte à se mettre des œillères de ouf pour le reste. Et tu dis, mais les gars, repense à l'essence de ce que tu ressens et à la valeur qu'il y a derrière plutôt qu'au combat en lui-même. Et tu te rendras compte qu'en fait, tu soutiens beaucoup plus de choses que ça et que t'es contre beaucoup moins de choses que ce que tu penses, quoi. Et c'est ça qui est assez compliqué, en fait. C'est très austère comme milieu. En fait, mon hypothèse là-dessus, c'est que contrairement peut-être à d'autres mouvements politiques, le mouvement féministe rejette d'emblée la notion d'hiérarchie, par exemple. Et donc du coup, là où d'autres mouvements politiques, soit des mouvements de gauche, mais surtout des mouvements de droite, à partir du moment assez rapidement, on va converger vers une espèce de pensée dominante qui va du coup asseoir sa puissance en mettant son chef à la tête du mouvement. Et alors vu que le féminisme rejette cette notion-là de pouvoir, de hiérarchie, etc., elle ne veut pas forcément accepter qu'il y ait une chef, là où dans d'autres mouvements, ils acceptent davantage. Et donc du coup, cette notion de lutte, elle existera toujours. Donc soit on décide d'utiliser son énergie à se battre entre nous, soit on se concentre pour faire en sorte qu'il y ait un nombre de plus en plus grand de personnes qui adhèrent à nos idées. Et toi, tu vois ça évoluer comment ? Je sais pas. En ce moment, je pense que je suis hyper fatiguée, donc je suis pas très optimiste. Mais après, vu que je suis méga optimiste, je me dis, en fait, c'est à toi de faire le choix aussi. Soit tu décides de te battre contre d'autres féministes, sachant que c'est un truc que j'ai jamais fait, et qui m'a jamais intéressée. Moi, je sais, je connais mes pensées et je l'ai dit, mais jamais je vais utiliser mon énergie comme, par exemple, tu vois, genre le principe de Alice Coffin qui est de jamais dire un truc négatif contre une femme en public. Bah, je l'applique. Que ce soit à part Marine Le Pen, mais sinon, enfin, tu vois, je vais jamais faire un tweet, même si j'aime pas faire les tweets méchants. Et je me dis, bah voilà, toute l'énergie que j'ai, je préfère la concentrer sur essayer de penser à quoi pourrait ressembler cette utopie féministe, parce que en vrai, c'est hyper égoïste, c'est juste pour éviter de déprimer, quoi. Parce que, en fait, sinon, je pète un câble, et cette année, c'est parce que j'ai un peu pété un câble. J'ai eu un moment où je suis devenue tellement colérique que c'est devenu ma personnalité, et là, genre, en fait, je déteste, je peux me mettre en colère, je supporte pas les parents qui se mettent en colère. Donc, du coup, c'est vraiment un truc que je fuis le plus possible. Et je me suis dit, en fait, il y a rien de beau qui sort de ce genre de choses, quoi. Donc je me l'applique pour moi et après, c'est pas d'un point de vue macro. En fait, je me dis qu'on est à un vrai tournant où en fait, soit ça peut devenir une pensée dominante si jamais on arrive à convaincre notamment les pouvoirs publics d'intégrer un certain nombre de choses dans leur politique publique et de normaliser ce mouvement. Et donc, par exemple, de dire que dans le plan de relance économique, bah, du coup, on va intégrer la notion d'égalité entre les femmes et les hommes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ou alors, on va continuer à être marginalisé. Complètement. Et en fait, je pense que ce qui va se passer, c'est un espèce d'entre-deux où on va promouvoir un espèce de féminisme. C'est Françoise Vergès qui appelle ça un féminisme civilisationnel, un féminisme blanc ou un féminisme même s'il n'y a pas que des blancs qui en font partie, mais du coup qui prône des valeurs qui sont très en vogue aujourd'hui, comme la laïcité, la République, ce genre de choses. Et donc du coup on va dire que c'est ça le féminisme qui a gagné, mais sauf que c'est le féminisme qui remet le moins en cause le patriarcat et qui fait le moins peur aux hommes. La frange, soit on va continuer à se taper les unes sur les autres, soit il va y avoir justement quelque chose de culturellement hyper beau et tellement beau que du coup ça va ruisseler partout dans la société et tout le monde va être heureux. Objectif 2022. Franchement je suis là. Et d'autres extraits de cette discussion sont à retrouver dans la newsletter des Glorieuses qui s'appelle « Comment ne pas être exactement là où on t'attend ». C'est sorti à la fin de l'été.
Voilà, cette fois c'est vraiment fini. Merci beaucoup d'avoir écouté Les gens qui doutent. Vous pouvez retrouver Rebecca Amselem sur Twitter et Instagram, vous inscrire à sa newsletter Les Glorieuses sur lesglorieuses.fr. Tous les liens sont évidemment dans la description. Elle a aussi sorti un bouquin qui s'appelle Les Glorieuses, chronique d'une féministe, qui est un recueil de chroniques où elle part d'expériences personnelles pour développer des réflexions engagées plus générales. Et puis n'oubliez pas évidemment de vous abonner à ce podcast. Il est dispo sur toutes les plateformes, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Vous pouvez aussi me suivre moi sur les réseaux sociaux pour être sûr de ne rien manquer. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Fanny Ruet. Prochain épisode dans 2 semaines. Bisous. Et comme d'habitude, ce podcast a été mixé par l'incroyable Maxime Wathieu.